À 4 heures du matin, 57 camions se dirigent vers la frontière. Une scène qui défie toute logique. En quelques minutes, des milliers de dollars en armes sont saisis sous des sacs d'aide humanitaire, brisant la routine des contrôles. Cette interception soulève une question cruciale. Est-ce la preuve que le Burkina Faso est enfin prêt à se défendre seul, comme le veut Ibrahim Traoré? Et si ces camions étaient passés, que serait devenu le pays aujourd'hui? Ibrahim Traoré, face à un défi de taille, s'interroge. Le Burkina Faso peut-il se défendre contre des menaces aussi profondes sans l'aide internationale? La saisie de ces camions en plein cœur de la nuit pourrait marquer un tournant pour la sécurité nationale. Si les armes avaient été livrées sans entrave, l'équilibre du pays serait devenu extrêmement fragile. Le but n'est pas seulement de sécuriser les frontières, mais aussi de montrer au monde entier que le Burkina Faso était prêt à se défendre de manière autonome. Pour ce faire, le président doit mener une lutte complexe contre des acteurs extérieurs prêts à déstabiliser la nation. Cependant, cette mission présente des enjeux considérables pour l'avenir du pays. Le contexte géopolitique est plus tendu que jamais, et le Burkina Faso doit se préparer à une guerre de l'ombre où les frontières entre sécurité nationale et manipulation extérieure deviennent floues. Lorsque les premiers sacs d'aide humanitaire ont été ouverts, les enquêteurs ont découvert des fusils, des roquettes et des missiles soigneusement emballés et entreposés. Cela marquait le début d'une investigation qui allait révéler des menaces bien plus graves que ce qu'on avait imaginé. En tout, plus de 700 millions de dollars d'armes ont été interceptés provenant de plusieurs régions instables telles que la Libye et le Yémen. Des zones de conflit où les armes sont souvent utilisées pour nourrir des guerres civiles. Mais ce qui rend cette saisie encore plus alarmante, c'est que ces armes étaient destinées à un objectif stratégique bien défini, déstabiliser le Burkina Faso. Cette situation a forcé Ibrahim Traoré à revoir ses priorités. Pour protéger le pays, il a dû mettre en place un système de surveillance de haute technologie et mobiliser des forces militaires supplémentaires. Il est devenu de plus en plus clair que le Burkina Faso ne faisait pas face à un simple trafic d'armes. Il s'agissait d'une manœuvre beaucoup plus complexe, alimentée par des intérêts géopolitiques mondiaux. Le rôle du président était désormais celui de gardien de la souveraineté nationale face à une menace bien plus vaste que le pays n'aurait pu imaginer. Au cœur de cette enquête, le capitaine Musa Kaboré joue un rôle crucial. Chef des gardes-frontières, il a rapidement compris l'ampleur de la situation. Lorsque les camions suspects ont été interceptés, il ne s'agissait pas simplement de contrebandiers. Les armes découvertes sous les sacs de farine et de lait en poudre révélaient une organisation bien plus sophistiquée que ce que l'on pouvait imaginer. Ces camions n'étaient pas un simple convoi, ils étaient porteurs d'une menace géopolitique bien réelle. Sous la direction de Kaboré, l'équipe d'intervention a agi rapidement et de manière décisive. En moins de 20 minutes, les camions ont été stoppés, mais cela ne suffisait pas. L'enquête a dû se développer à un rythme effréné pour éviter que les preuves ne soient détruites. Ce fut un moment décisif. Le Burkina Faso n'était plus simplement un pays en quête de sécurité intérieure, mais un acteur clé dans une manœuvre géopolitique d'une ampleur inattendue. Kaboré savait que l'impact de cette saisie serait immédiat. Non seulement il s'agissait de protéger les frontières, mais aussi de préserver l'intégrité d'un pays face à des forces extérieures puissantes. La question qui se posait alors était la suivante. Le Burkina Faso pouvait-il réellement gérer une menace aussi complexe sans l'aide de la communauté internationale? Cette interception marquait un tournant dans la manière dont le pays percevait sa propre sécurité. Le 16 août, à 4 heures du matin, l'opération de saisie des camions a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Alors que les patrouilles frontalières se déployaient, les unités de sécurité ont rapidement verrouillé les routes secondaires, isolant tout point de fuite pour les camions suspects. À ce moment précis, le pays n'était plus seulement confronté à un trafic d'armes, mais à un complot bien orchestré qui menaçait la stabilité nationale. Les camions, arrivant simultanément depuis différentes régions, étaient clairement destinés à contourner les contrôles frontaliers. Dès qu'ils ont été interceptés, les sacs d'aide humanitaire ont été ouverts, révélant des armes en grande quantité, des fusils d'assaut, des grenades, des roquettes et des missiles.
Ce n'était pas simplement un convoi de marchandises, mais un arsenal militaire conçu pour déstabiliser le pays. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, a immédiatement ordonné une sécurisation maximale de la zone. Ses instructions étaient claires. Chaque numéro de série des armes devait être vérifié et chaque conducteur interrogé. Cette intervention a marqué le début d'une enquête approfondie visant à retracer les origines de l'opération. Les premières heures de l'enquête ont révélé des informations cruciales. Les armes saisies provenaient de plusieurs pays instables comme la Libye et le Yémen et étaient envoyées à travers un réseau de transport bien établi. Les enquêteurs ont rapidement découvert que ce convoi n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un réseau international de trafic d'armement. Les flux financiers transnationaux ont également été scrutés, et il est devenu évident que des acteurs extérieurs soutenaient cette opération. Dans un premier temps, les autorités burkinabées ont concentré leurs efforts sur la collecte de preuves. Des experts militaires ont été envoyés sur place pour identifier la provenance exacte des armes et analyser leur potentiel stratégique. L'impact immédiat de cette saisie a été colossal. Elle a révélé les failles du système de sécurité du pays et a mis en lumière l'ampleur du réseau qui tentait de déstabiliser la nation. Chaque découverte a apporté son lot de révélations, allant de la nature des armes à leur mode d'acheminement. Le capitaine Musa Kaboré, en charge de l'opération, a fait preuve d'une grande précision dans la gestion de la situation. Sous sa supervision, une équipe d'intervention a agi rapidement et efficacement, permettant de récupérer les armes avant qu'elles ne puissent être utilisées. Mais cela ne suffisait pas. Le Burkina Faso devait se préparer à une enquête de grande envergure, car ce convoi n'était qu'une partie visible d'une opération bien plus complexe. À mesure que l'enquête avançait, il est devenu évident que la situation était bien plus grave qu'il n'y paraissait au départ. Le pays faisait face à une menace géopolitique d'une ampleur rarement vue auparavant. La communauté internationale a pris conscience de l'ampleur du problème et les autorités burkinabées ont dû faire face à des pressions croissantes. Pourtant, cette saisie a marqué une victoire stratégique pour Ibrahim Traoré et son gouvernement. Ils avaient non seulement empêché une crise majeure, mais avaient aussi démontré au monde entier que le Burkina Faso était capable de se défendre seul, sans compter uniquement sur l'aide extérieure. L'ampleur de la saisie des armes a stupéfié même les experts militaires. Plus de 25 000 fusils AK-47 ont été retrouvés parmi les marchandises. Ces armes, de provenance libyenne, étaient en excellent état et prêtes à être utilisées. Leur nombre et leur qualité témoignaient d'un réseau international extrêmement bien organisé. En plus des fusils, l'opération a révélé 10 000 fusils M16, certains provenant directement des usines européennes. Ces armes, bien que modernes, n'étaient pas destinées à un usage local. Leur présence en Afrique de l'Ouest, dans un pays comme le Burkina Faso, indiquait clairement une intention stratégique. Ce n'était pas simplement une tentative de trafic, mais un plan militaire à grande échelle. Mais l'élément le plus frappant de cette saisie fut la découverte de 400 missiles anti-aériens. Ces armes, parmi les plus dangereuses, étaient destinées à cibler les infrastructures militaires du pays, notamment les bases aériennes. Les experts militaires ont rapidement évalué que ces missiles auraient pu neutraliser une grande partie de l'aviation burkinabé, déstabilisant ainsi l'équilibre militaire de la région. L'ampleur de cette découverte a changé la perception de la menace. Ce n'était plus une simple cargaison d'armement, mais une véritable offensive préparée avec soin. L'enquête a permis de retracer l'origine de ces armes grâce aux numéros de série présents sur chaque pièce. Les premiers rapports ont révélé que de nombreuses armes étaient liées au stock libyen, certains remontant à des années précédentes, après la chute du régime de Kadhafi. D'autres provenaient de Yémen, un autre foyer de conflit où les armes sont régulièrement envoyées à des groupes rebelles ou à des acteurs non étatiques. Ces armes avaient transité par plusieurs pays avant d'atteindre le Burkina Faso. Les enquêteurs ont découvert que les camions traversaient des frontières fermées, sous des faux documents et des itinéraires détournés pour éviter les radars des autorités. Les flux financiers qui accompagnaient ce trafic ont été également scrutés. Les transferts d'argent ont révélé une chaîne de financement international avec des comptes bancaires ouverts dans des pays comme le Luxembourg et le Golfe. Les autorités
ont rapidement coopéré avec les banques internationales pour identifier les responsables derrière ces transactions. Cela a permis de révéler un réseau complexe d'intermédiaires financiers qui se servaient de sociétés écrans pour masquer les véritables destinataires de l'argent. Ces informations ont permis de confirmer que ce n'était pas un simple cas de trafic d'armement. Le Burkina Faso faisait face à une tentative géopolitique de grande envergure soutenue par des forces internationales. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont compris qu'elles n'étaient pas seulement en train de saisir des armes, mais de démanteler un réseau complexe de déstabilisation géopolitique. Le pays se trouvait au centre d'un jeu de puissance qui allait au-delà de ses frontières. Cette saisie d'armement a donc été un tournant non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour la position géopolitique du Burkina Faso dans la région. L'ampleur de l'opération de saisie des armes a donné lieu à des débats opposant deux perspectives diamétralement opposées. D'un côté, certains analystes considèrent cette saisie comme un acte isolé, un simple incident frontalier qui n'a pas de répercussions géopolitiques majeures. Selon cette thèse, les autorités burkinabées ont exagéré l'importance de l'événement pour renforcer leur légitimité interne. Le pays, fragile politiquement et économiquement, aurait pu utiliser cette saisie pour créer une illusion de sécurité nationale, se positionnant ainsi comme une victime face à des forces extérieures menaçantes. Ce point de vue soutient que la saisie des armes n'était qu'une tentative de divertissement médiatique pour éclipser d'autres problèmes internes. D'un autre côté, une analyse plus approfondie révèle une réalité bien plus inquiétante, celle d'un complot international visant à déstabiliser le Burkina Faso. L'ampleur du réseau découvert, les itinéraires transnationaux des armes et les connexions financières dans des pays extérieurs suggèrent que ce n'était pas simplement un acte criminel local. La présence de missiles anti-aériens et de fusils de haute qualité, en plus de la diversité des armes, indique qu'il s'agissait d'une opération militaire bien coordonnée, soutenue par des acteurs extérieurs puissants. Cette perspective se renforce par le fait que les autorités burkinabées, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ont rapidement pris des mesures pour sécuriser le pays et empêcher une instabilité régionale majeure. En confrontant ces deux points de vue, une vérité plus complexe émerge. La saisie des armes ne peut être réduite à un simple incident de sécurité. Elle fait partie d'un jeu géopolitique plus vaste, dans lequel le Burkina Faso est pris entre les feux croisés des puissances internationales. L'opération a mis en lumière non seulement les vulnérabilités internes du pays, mais aussi les manœuvres extérieures qui tentent de manipuler et de déstabiliser la région. Ce n'est plus une question de savoir si le Burkina Faso est une victime de forces extérieures, mais jusqu'à quel point ces forces sont prêtes à intervenir pour remodeler l'équilibre géopolitique et de la région. Ce qui semblait au départ être un simple contrôle frontalier est rapidement devenu une opération d'une envergure bien plus grande. À 4 heures du matin, lorsque les premières armes ont été découvertes, il est devenu évident que cette saisie marquait un tournant dans la sécurité du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement une question de trafic d'armes, c'était une attaque contre la stabilité du pays, orchestrée par des forces extérieures bien organisées. Les révélations qui ont suivi ont bouleversé l'interprétation de cet événement. Les armes ne provenaient pas seulement de conflits locaux, mais étaient d'origine internationale liées à des acteurs géopolitiques puissants. La saisie de ces armements n'était qu'une partie d'un complot plus vaste, et chaque minute comptait pour éviter que le Burkina Faso ne devienne une cible de déstabilisation régionale. Ibrahim Traoré et ses conseillers ont immédiatement pris conscience de l'ampleur de la situation. Ce n'était pas simplement une intervention militaire, mais une prise de pouvoir silencieuse menée depuis les coulisses internationales. À partir de ce moment-là, il était clair que la défense du Burkina Faso ne se limiterait pas à protéger ses frontières, mais exigerait une vigilance géopolitique accrue à l'échelle internationale. L'impact immédiat de la saisie de ces armes a été monumental pour le Burkina Faso. La communauté internationale a rapidement pris connaissance de l'envergure de l'opération et des réactions ont fusé de tous horizons. Pour le gouvernement burkinabé, l'interception de ces armements a été une victoire stratégique, mais aussi un avertissement de l'ampleur de la menace. Le pays ne faisait plus face à un simple trafic d'armement, mais à un réseau international de déstabilisation soutenu par des puissances extérieures.
Ibrahim Traoré, en tant que président, s'est retrouvé à la tête d'une nation confrontée à une crise géopolitique majeure, dont les répercussions pourraient bouleverser non seulement l'équilibre interne du pays, mais aussi la stabilité de la région. Pour les populations locales, la saisie des armes a été un moment de prise de conscience collective. Ce n'était plus une simple question de sécurité nationale, mais une lutte pour la souveraineté et la défense contre des influences extérieures qui cherchaient à exploiter les vulnérabilités du Burkina Faso. Les images des armes saisies et la découverte de leur provenance internationale ont provoqué une onde de choc à travers le pays, réveillant un sentiment d'unité face à la menace commune. À l'échelle régionale, l'impact a été tout aussi significatif. Le Mali et le Niger, les deux voisins immédiats du Burkina Faso, ont immédiatement renforcé leurs mesures de sécurité et entrepris des audits internes pour détecter d'éventuels réseaux similaires. Ces événements ont poussé les trois pays à renforcer leur coopération, échangeant des informations sensibles et coordonnant leurs efforts pour lutter contre ce type de menaces transnationales. Ce qui aurait pu être perçu comme un incident isolé est devenu un catalyseur pour une réévaluation de la sécurité dans toute la région du Sahel. L'enquête a mis en lumière l'ampleur du réseau impliqué dans l'acheminement des armes. Des documents ont été retrouvés dans les camions saisis, établissant des liens directs avec des acteurs financiers et militaires basés en Europe et au Moyen-Orient. Ces découvertes ont permis aux autorités burkinabées de démontrer que leur pays n'était pas seulement une victime, mais un acteur clé dans la lutte contre une manœuvre géopolitique complexe. Le Burkina Faso a pris conscience qu'il devait non seulement sécuriser ses frontières physiques, mais aussi développer une stratégie de défense plus large, englobant l'aspect diplomatique, économique et militaire. Les forces internationales, quant à elles, ont dû repenser leur stratégie de coopération avec le Burkina Faso. L'ampleur de la saisie a prouvé que le pays, malgré ses défis internes, pouvait jouer un rôle central dans la lutte contre le terrorisme et la déstabilisation régionale. Des offres d'assistance ont afflué, mais le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a opté pour une approche plus prudente, cherchant à renforcer ses capacités locales avant d'accepter toute aide extérieure. En fin de compte, la saisie des armes n'a pas seulement eu un impact sur la sécurité immédiate du Burkina Faso, mais elle a redéfini le rôle du pays dans le contexte géopolitique régional. Le Burkina Faso ne serait plus seulement un acteur périphérique de la stabilité de la région du Sahel, mais un pilier essentiel dans la lutte contre la déstabilisation internationale. À la suite de la saisie des armes, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso, chacun influencé par la manière dont le pays gère cette crise géopolitique. Dans le premier scénario, une stabilisation progressive semble possible. Le gouvernement burkinabé, après avoir sécurisé ses frontières et mis en place des mesures de transparence accrues, pourrait reconstruire une forme de résilience politique et économique. Les relations avec les partenaires internationaux, notamment la Chine, la Russie et les pays de la CEDEAO, seraient renforcées. Le pays pourrait voir une croissance modérée de 3,5% dans les prochains mois, tirée par un redressement des exportations minières et une augmentation de la coopération régionale. Cependant, ce scénario dépendrait d'une gestion prudente des tensions internes et de la capacité à maintenir l'unité nationale. Le défi serait d'éviter l'escalade des tensions diplomatiques et d'assurer la sécurité tout en poursuivant des réformes économiques. Dans le deuxième scénario, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle régional de souveraineté retrouvée. Si le gouvernement réussit à renforcer sa sécurité interne, tout en développant une coopération panafricaine avec le Mali et le Niger, une dynamique positive pourrait se créer. Le Burkina Faso deviendrait alors un leader régional proposant une architecture de sécurité commune avec ses voisins. Cette coopération renforcée pourrait se traduire par une augmentation substantielle des échanges commerciaux intra-africains et un afflux d'investissements dans des projets d'infrastructure. À terme, ce scénario mènerait à une réorganisation géopolitique du Sahel, où les pays de la région unis lutteraient contre la déstabilisation transnationale tout en consolidant leur indépendance économique. Le troisième scénario envisage une réponse plus dure des puissances extérieures, ceux
qui pourrait mener à des sanctions supplémentaires contre le Burkina Faso. Si les tensions diplomatiques augmentent et que la communauté internationale impose des pressions économiques, le pays pourrait se retrouver dans une situation de stagnation. L'inflation pourrait grimper, les coûts des importations stratégiques augmenteraient et la population pourrait ressentir les effets de cette pression externe. Toutefois, même dans ce scénario, la solidarité nationale, renforcée par la crise, pourrait jouer un rôle clé dans la stabilité interne du pays. En ce cas, la résilience du peuple burkinabé serait mise à l'épreuve, mais la gouvernance sous Ibrahim Traoré pourrait encore empêcher une déstabilisation totale. Dans tous les scénarios, le Burkina Faso devra se préparer à des défis importants, mais aussi à la possibilité de transformer cette crise en une opportunité pour renforcer sa position stratégique dans la région du Sahel. La crise née de la saisie des armes n'a pas seulement affecté les institutions du Burkina Faso, elle a également touché la population à un niveau profond et personnel. Les citoyens burkinabés, qu'ils soient vivant à Ouagadougou ou dans les zones rurales, ont vu cette saisie comme un symbole de la vulnérabilité du pays, mais aussi de sa capacité à se défendre. Cette prise de conscience collective a créé une dynamique nouvelle, un sentiment d'unité nationale face à une menace commune. Le rôle des médias sociaux dans cette mobilisation ne peut être sous-estimé. Le mot dièse « Afrique réveillée » a rapidement circulé sur les plateformes en ligne, devenant d'un symbole d'unité et de résistance face à des forces extérieures. Des citoyens de la diaspora, souvent éloignés de leur pays, ont également exprimé leur soutien via les réseaux sociaux, renforçant ainsi ce mouvement populaire. Leurs messages ont souligné l'importance de la souveraineté nationale et la nécessité de préserver l'intégrité du Burkina Faso face aux manœuvres géopolitiques internationales. Dans les rues de Ouagadougou, des manifestations de soutien au gouvernement et aux forces de sécurité ont eu lieu. Les images des armes saisies, accompagnées des témoignages des autorités, ont renforcé le sentiment de fierté chez de nombreux Burkinabés. Ce moment a été perçu non seulement comme une victoire militaire, mais aussi comme un tournant symbolique dans la lutte pour la souveraineté nationale. Au-delà de la simple mobilisation populaire, cette crise a également poussé les citoyens à réfléchir à leur rôle dans la préservation de la paix et de la stabilité. Les discussions autour de la souveraineté et de la résilience nationale ont pris une ampleur nouvelle, donnant à chaque Burkinabé un sentiment de responsabilité collective. La crise a renforcé l'idée que la sécurité du pays dépend non seulement des actions de l'État, mais aussi de la vigilance et de l'engagement de chaque individu. Face à la crise, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont mis en place une feuille de route en 5 volets pour renforcer la résilience du Burkina Faso et prévenir de futures tentatives de déstabilisation. La première étape consiste à sécuriser la chaîne de renseignement du pays. Chaque poste frontalier sera équipé de systèmes de détection avancés, tandis que des analystes spécialisés seront formés pour identifier rapidement les menaces potentielles. L'objectif est de garantir qu'aucune arme ou ressource dangereuse ne puisse pénétrer le pays, tout en assurant une réaction rapide en cas de menace émergente. Le deuxième volet de la stratégie repose sur la modernisation des capacités militaires du pays. Une partie des armes saisies sera recyclée pour financer l'équipement des unités frontalières et des projets d'infrastructure dans les zones rurales. Cela permettra non seulement de renforcer la défense du pays, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier dans les régions les plus vulnérables. L'indicateur clé de cette initiative sera l'augmentation du nombre de soldats formés et du matériel opérationnel disponible dans les unités locales. Le troisième volet se concentre sur la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans les crimes transnationaux. Ce pôle, directement rattaché à la présidence, aura pour mission de mener des enquêtes rapides et efficaces sur les menaces extérieures. La priorité sera donnée à la collecte et à l'analyse des preuves, avec l'objectif de démanteler les réseaux criminels qui cherchent à déstabiliser le pays. Le quatrième volet prévoit un renforcement de la coopération panafricaine, notamment avec le Mali et le Niger, les 3 pays partageant des intérêts communs en matière de sécurité. Cette collaboration visera à échanger des renseignements sensibles et à mener des opérations conjointes pour prévenir de nouvelles infiltrations. Enfin, le dernier volet de cette feuille de route intégrera l'expérience de la crise dans les programmes scolaires.
Chaque élève sera sensibilisé à la souveraineté et à la vigilance collective, afin que les jeunes générations soient mieux préparées à défendre les intérêts du pays. L'histoire de la saisie des camions ne se résume pas à des chiffres ou à des armes saisies. Elle représente un moment clé dans la transformation du Burkina Faso, un moment où le peuple burkinabé a démontré sa résilience face à une menace invisible et puissante. Ibrahim Traoré, en guidant le pays à travers cette épreuve, a montré que la véritable force d'une nation réside dans son unité et dans sa capacité à se relever face à l'adversité. Au-delà de l'aspect militaire et géopolitique, cette crise a renforcé un sentiment collectif de responsabilité. Elle a réveillé une prise de conscience que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la défense du pays. Ce n'est pas seulement une victoire des forces de sécurité ou du gouvernement, mais une victoire de tout un peuple qui, ensemble, a compris que la souveraineté nationale doit être protégée à tous les niveaux. La symbolique de la transformation des armes en métal pur, fondant les menaces en un symbole de solidarité, est forte. Elle incarne la volonté collective de protéger l'avenir du Burkina Faso et de garantir que les générations futures vivront dans un pays où la paix et la sécurité ne sont jamais compromises. Cette crise, qui aurait pu fragiliser la nation, devient ainsi le point de départ d'une nouvelle ère de vigilance et de force intérieure. Le Burkina Faso a traversé une épreuve difficile, mais cette crise a aussi ouvert la voie à une transformation profonde. Aujourd'hui, chaque citoyen a un rôle crucial à jouer dans la préservation de la souveraineté nationale. C'est dans l'engagement de tous que réside la véritable force du pays. Ce n'est pas seulement une question de sécurité ou de politique, mais de solidarité nationale et de vigilance collective. Le Burkina Faso peut maintenant se réinventer. À travers des actions simples et concrètes, comme partager l'histoire de la résilience de notre pays, échanger des idées sur la souveraineté ou participer à des initiatives communautaires, chacun peut contribuer à cette nouvelle ère de prospérité et de stabilité. Alors comment pouvez-vous, à votre échelle, participer à ce processus de transformation ? Comment allez-vous faire entendre votre voix pour protéger ce que nous avons accompli ensemble ? Le temps est venu pour nous tous de rester vigilants, d'agir ensemble et de faire en sorte que l'avenir du Burkina Faso soit garanti par notre engagement commun. Merci de partager vos réflexions et de participer à la construction de notre avenir.